En une nuit, une rivière s'est tarie. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision bouleversante. Fermer la rivière Sahel, source de vie pour des millions de personnes. Mais pourquoi un tel choix? Est-ce un acte de libération ou un risque démesuré pour la stabilité du pays? Cette décision marque un tournant majeur, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique tout entière. Ibrahim Traoré a-t-il ouvert la voie à une nouvelle ère de souveraineté ou précipité son pays vers un avenir incertain? Le monde se demande quel sera l'impact de ce geste audacieux. Ibrahim Traoré, en prenant une décision aussi radicale, a mis en jeu l'avenir du Burkina Faso et celui de l'Afrique. Cette action, qui semble être un défi aux puissances étrangères, pourrait soit marquer une victoire historique pour la souveraineté africaine, soit entraîner une crise géopolitique majeure. Pour le peuple burkinabé, c'est une chance unique de reprendre le contrôle sur une ressource vitale, une opportunité de se libérer des chaînes du colonialisme économique. Mais les enjeux sont colossaux. Si le pays réussit à maintenir son indépendance, cela pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à suivre son exemple, brisant ainsi les anciennes structures de domination. En revanche, si l'économie se détériore et que l'isolement international se renforce, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation précaire. Traoré a promis une transformation radicale, mais peut-il tenir cette promesse face à l'incertitude qui plane? Le monde entier suit ce développement avec une attention croissante, se demandant si cette décision audacieuse renforcera ou brisera l'indépendance du Burkina Faso. Le 10 octobre 2025, une annonce spectaculaire secoue le Burkina Faso. La rivière Sahel, source d'eau vitale pour des millions de personnes, est désormais fermée. Ibrahim Traoré, président du pays, prend la décision de suspendre tous les contrats de gestion de l'eau avec des entreprises étrangères, une mesure qui touche un secteur stratégique et symbolique. Cette rivière, contrôlée pendant des décennies par des entreprises européennes et américaines, est désormais sous contrôle total de l'État burkinabé. Mais cette décision n'est pas le fruit du hasard. En réalité, la rivière Sahel a toujours été bien plus qu'une simple ressource naturelle. Elle a été un symbole de domination coloniale. Depuis 1947, un traité signé dans des circonstances opaques a permis à des sociétés étrangères de contrôler l'accès à l'eau et aux ressources énergétiques du pays. Ce traité, rédigé dans une langue étrangère et imposé sans consultation avec le peuple burkinabé, a cimenté une dépendance qui dure depuis des décennies. Ibrahim Traoré, en prenant conscience de cet héritage colonial, a décidé de briser ce lien oppressant. En étudiant de vieux documents et des accords secrets, il découvre que le contrôle des ressources en eau était entre les mains d'acteurs privés, dont l'impact sur le développement du pays était dévastateur. Lorsqu'il a accédé à la présidence, il a hérité de ce système de gestion des ressources, mais aussi de la tâche immense de réparer cette injustice historique. En analysant les détails des contrats, il prend une décision qui va au-delà de la simple politique. Il s'agit d'un acte de réappropriation des biens essentiels du pays. Cette décision n'est pas sans conséquences. Les réactions internationales sont immédiates. Les gouvernements européens dénoncent cette mesure comme un sabotage, tandis que les acteurs économiques du secteur de l'eau s'inquiètent des répercussions. Cependant, à Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés célèbrent cet acte comme un retour à la souveraineté, un premier pas vers la libération de l'exploitation de leurs ressources naturelles. La fermeture de la rivière Sahel devient ainsi un symbole puissant de la lutte pour l'indépendance économique de l'Afrique. Au lendemain de la fermeture de la rivière Sahel, les premiers acteurs mobilisés furent que les ingénieurs hydrauliques locaux, devenus malgré eux les guides d'une transition historique. Ils connaissaient chaque canal abandonné, chaque station de pompage laissée à l'abandon sous la gestion étrangère. Leur mission, initialement technique, s'est transformée en véritable opération de reconquête.
Dans les premières pendant 48 heures, une équipe d'ingénieurs a réussi à remettre en service un ancien réseau de dérivation oublié depuis plus de 10 ans. Ce geste, modeste en apparence, a permis d'alimenter plusieurs quartiers périphériques de Ouagadougou, devenant le premier signe tangible que la rupture pouvait fonctionner. Sur le terrain, les habitants ont immédiatement ressenti l'impact. Dans un village situé en amont du fleuve, les agriculteurs, longtemps dépendants des entreprises étrangères qui contrôlaient l'irrigation, ont vu l'eau revenir dans leurs puits communaux. Ce retour, même partiel, a eu un effet galvanisant. Les communautés ont commencé à organiser des équipes locales de surveillance, réparant elles-mêmes de vieilles pompes et canalisations. Une mère de famille, interrogée par des journalistes locaux, expliquait comment la simple possibilité de disposer d'eau et sans payer les tarifs imposés auparavant avait changé leur quotidien. Ces premiers succès ne résolvaient pas tout, mais ils prouvaient que la centralisation nationale pouvait remplacer la dépendance imposée depuis des décennies. Ce que certains observateurs qualifiaient d'imprudence commençait à prendre la forme d'un mouvement collectif, porté par ceux qui, au quotidien, manipulaient, distribuaient et protégeaient l'eau. Le pays découvrait qu'il possédait déjà les compétences nécessaires pour bâtir une autonomie réelle, à condition de croire en sa propre capacité à agir. La question qui restait en suspens était simple. Ces premières victoires pouvaient-elles se maintenir face aux pressions extérieures? Le 10 octobre 2025, lorsque la décision de fermer la rivière Sahel a été annoncée, les premières réactions ont été immédiates et contrastées. À Ouagadougou, la capitale, la population a rapidement manifesté sa joie, voyant cette décision comme un acte de souveraineté et de libération nationale. Pour des millions de Burkinabés, ce geste symbolisait la fin d'un long cycle de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Dans les rues, des cris de victoire ont éclaté, marquant le début d'un mouvement populaire qui ne se limiterait pas à la gestion de l'eau mais s'étendrait à d'autres ressources stratégiques du pays. Ce fut une démonstration de force mais aussi de solidarité. Les populations rurales, les agriculteurs et même les pêcheurs ont vu dans cette mesure un moyen de reprendre le contrôle sur ce qui leur appartenait de droit. Mais en même temps, des inquiétudes ont émergé quant aux répercussions économiques et diplomatiques de cette décision. À l'international, la réaction a été bien moins favorable. Les gouvernements européens ont immédiatement dénoncé la fermeture de la rivière Sahel comme un acte de sabotage, menaçant le Burkina Faso de sanctions économiques et diplomatiques. Le FMI a suspendu un prêt important et les investisseurs étrangers ont exprimé leur mécontentement face à cette rupture. Les experts économiques ont averti que cette décision risquait de précipiter le pays dans une crise économique, notamment en raison de la dépendance de certaines industries locales vis-à-vis de l'eau contrôlée par les entreprises étrangères. Cependant, le président Ibrahim Traoré est resté inflexible. Il savait que son geste avait des conséquences profondes, mais il croyait fermement que la souveraineté du Burkina Faso passait par la maîtrise de ses ressources naturelles. Le lendemain de l'annonce, une équipe de gestionnaires locaux a été mise en place pour superviser la transition. Cette équipe, composée principalement d'ingénieurs burkinabés, a immédiatement commencé à analyser les réseaux d'approvisionnement en eau, à établir des plans de contingence et à former des brigades d'intervenants locaux. En moins de 2 semaines, les premières initiatives ont commencé à porter leurs fruits. Les communautés locales ont pris les choses en main, reconstruisant des infrastructures hydrauliques de manière autonome. Dans certaines régions, les techniques anciennes de gestion de l'eau ont été remises au goût du jour, offrant des solutions locales aux défis posés par cette nouvelle réalité. Les Burkinabés se sont organisés pour gérer l'eau de manière collective, créant des systèmes de rationnement et d'optimisation de l'usage des ressources. L'idée d'une indépendance totale se concrétisait dans les villages. Bien que des défis demeuraient,
notamment en matière de financement et de gestion des infrastructures à long terme. Dans le même temps, les tensions diplomatiques se sont intensifiées. L'Union européenne a convoqué des réunions d'urgence tandis que des menaces économiques ont été formulées par des pays comme la France et l'Allemagne. Les, les discussions au sein des institutions financières internationales ont révélé un fossé grandissant entre les intérêts des pays occidentaux et la volonté de Traoré de forger un nouveau modèle de gestion des ressources en Afrique. Cependant, malgré les pressions, le gouvernement burkinabé a refusé toute négociation avec les entreprises étrangères. Le message était clair. Le pays était déterminé à ne pas revenir en arrière. À la fin du mois, les effets de la décision de Traoré ont commencé à se faire sentir dans les secteurs économiques. Si certains industriels étrangers ont suspendu leurs opérations, de petites entreprises locales ont vu le jour pour combler le vide. Des startups burkinabés ont commencé à développer des solutions innovantes pour gérer l'eau de manière plus durable et indépendante. En seulement quelques semaines, un climat de renouveau s'est installé dans certaines régions, accompagné d'une poussée de fierté nationale. Le peuple burkinabé semblait plus unifié que jamais, et cette décision, perçue par certains comme un acte risqué, devenait de plus en plus un symbole de la résilience du pays. Lorsque l'audit ordonné par Ibrahim Traoré a été rendu public, trois chiffres ont immédiatement redéfini la perception nationale et internationale de la crise. Le premier chiffre, 70%, représentait la proportion de l'eau de la rivière Sahel utilisée par des entreprises étrangères pour l'irrigation et la production d'énergie. Ce pourcentage révélait une réalité troublante. La majorité des ressources hydriques du Burkina Faso ne bénéficiaient pas directement à sa population. Cette donnée montrait l'ampleur de la dépendance imposée au pays depuis des décennies. La signification de ce chiffre allait bien au-delà d'un simple rapport technique. Il prouvait que la structure même de la gestion de l'eau avait été construite pour servir des intérêts extérieurs plutôt que nationaux. Le deuxième chiffre, 1,2 milliard de dollars, représentait les pertes cumulées du Burkina Faso sur 30 ans à cause de la gestion externalisée de ses ressources. Chaque année, des millions de dollars quittaient le pays sous forme de paiements obligatoires à des entreprises étrangères, sans réelle amélioration des infrastructures. Ces pertes n'étaient pas seulement économiques, elles illustraient un manque de souveraineté qui avait affaibli l'État burkinabé sur plusieurs générations. L'audit détaillait comment ces contrats, hérités de l'ère coloniale, avaient été renouvelés malgré les preuves de leurs effets néfastes sur l'économie locale. Le troisième chiffre, 80%, désignait la proportion des données climatiques et hydrologiques contrôlées par une société privée étrangère basée à Genève. Ce chiffre révélait une dimension souvent ignorée, la dépendance du pays aux technologies et aux logiciels importés qui déterminaient la distribution de l'eau. Sans accès autonome à ces données, le Burkina Faso ne pouvait pas planifier de manière indépendante. Ce contrôle informationnel représentait une forme de domination moderne, subtile mais puissante. L'explication fournie par les ingénieurs au cours de la conférence de presse était simple. Sans la maîtrise de ces données, le pays ne pouvait pas réellement maîtriser sa propre eau. Ces trois chiffres réunis ont transformé l'opinion publique. Pour les Burkinabés, ils constituaient des preuves irréfutables que la fermeture de la rivière n'était pas seulement un acte politique, mais une nécessité vitale. La publication de l'audit a eu un effet immédiat sur la mobilisation. Des groupes de jeunes, d'ingénieurs et d'agriculteurs se sont organisés pour accélérer la transition. Moins d'un mois après la décision de Traoré, un nouveau rapport gouvernemental annonçait que le pays avait déjà économisé 300 millions de dollars, somme qui aurait été versée à l'étranger si les anciens contrats avaient été maintenus. Ce gain soudain n'était pas un miracle financier, mais le résultat direct de la reprise de contrôle sur les infrastructures.
Il démontrait que, malgré les risques, la voie choisie par Traoré pouvait ouvrir des perspectives de développement inédites. Pour de nombreux observateurs africains, ces chiffres confirmaient que la souveraineté économique n'était pas une utopie, mais une possibilité tangible lorsque les nations reprenaient le contrôle de leurs ressources fondamentales. L'argument en faveur de la décision d'Ibrahim Traoré repose sur une conviction profonde. La souveraineté d'un pays ne peut être véritablement réalisée tant que ses ressources essentielles, comme l'eau, restent sous le contrôle d'entités étrangères. Les partisans de cette position soulignent que le Burkina Faso a longtemps été prisonnier d'accords désavantageux, hérités de l'époque coloniale, qui l'ont condamné à une dépendance économique constante. Le contrôle de la rivière Sahel par des sociétés étrangères n'était pas simplement un exploit économique, mais une forme de domination politique déguisée en gestion technique. Ces sociétés ne se contentaient pas de gérer les ressources, elles décidaient également des priorités économiques et environnementales du pays, avec peu ou pas de consultation avec le gouvernement burkinabé. Ce système a entraîné des déséquilibres notables, non seulement dans la gestion de l'eau, mais aussi dans la répartition des bénéfices économiques liés à cette ressource. L'argument du côté des opposants, cependant, repose sur la crainte de l'instabilité économique. D'après sans l'expertise et l'investissement étranger, le Burkina Faso se retrouvera confronté à des pénuries d'eau, à des conflits internes pour les ressources et à un déclin de son secteur agricole déjà fragilisé. Il souligne également les conséquences d'un isolement international accru, avec des sanctions qui pourraient paralyser l'économie du pays. Si l'Afrique a longtemps été dominée par des puissances extérieures, la fermeture de la rivière Sahel, selon cette perspective, pourrait marquer une régression dans les relations internationales, isolant davantage le Burkina Faso et créant un précédent qui pourrait nuire à la coopération régionale. Cependant, face à ces critiques, la réponse des défenseurs de Traoré s'éclaire. Le défi est de faire face à la rupture, mais la gestion de l'eau peut être assurée par des moyens locaux, comme le prouve l'initiative de plusieurs communautés qui ont déjà rétabli une partie de l'approvisionnement en eau. L'histoire montre que de nombreux pays ont réussi à se libérer de la domination étrangère par des réformes internes et que, tout comme d'autres nations africaines, le Burkina Faso a les ressources humaines et techniques nécessaires pour opérer cette transition. Au-delà des arguments économiques et diplomatiques, la décision de fermer la rivière Sahel s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de l'émancipation économique de l'Afrique. Si cette rupture a des coûts à court terme, elle ouvre également la voie à un avenir où les pays africains pourront décider de leur propre développement sans être soumis à des conditions imposées par des puissances extérieures. En fin de compte, la décision d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une question d'eau. Elle concerne la possibilité de redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. 8 mots suffisent, le cœur du système était truqué. Cette révélation, issue des premières investigations locales, a renversé la compréhension de la crise. En inspectant les stations hydrauliques abandonnées par les entreprises étrangères, les ingénieurs ont découvert que plusieurs dispositifs de régulation avaient été volontairement configurés pour limiter l'accès des communautés rurales à l'eau, tout en maintenant un débit optimal pour les infrastructures industrielles extérieures. Ce déséquilibre technique, invisible pendant des décennies, expliquait pourquoi certaines régions du Sahel burkinabé avaient subi des pénuries chroniques alors que les multinationales n'avaient jamais manqué d'approvisionnement. Lorsque les rapports internes ont été transmis à Ibrahim Traoré, il est devenu évident que la fermeture de la rivière n'était pas seulement un acte politique, mais une nécessité stratégique. Le pays réalisait
que sa dépendance ne tenait pas seulement aux traités imposés, mais aussi à des mécanismes technologiques conçus pour perpétuer l'inégalité. Pour les communautés locales, cette révélation a été un déclic. Elles n'étaient plus simplement les victimes d'un système injuste, elles devenaient les actrices d'une reconquête. Le milieu du chemin n'était plus une zone d'incertitude, mais un point où tout basculait en faveur d'une souveraineté réellement maîtrisée. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ont émergé couche après couche, révélant l'ampleur d'un bouleversement national. Les conséquences se sont manifestées différemment selon les groupes concernés, dessinant une carte complexe mais révélatrice de l'impact réel de la décision d'Ibrahim Traoré. On pourrait introduire cette idée ainsi. Pour les institutions nationales, les ministères ont d'abord été confrontés à un chaos administratif. Les plans hydrauliques, énergétiques et agricoles ont dû être réécrits en urgence. Pourtant, en moins de 3 mois, un chiffre a surpris même les experts. L'autonomie en approvisionnement en eau a bondi de 42% grâce à la réactivation de réseaux locaux oubliés depuis des années. La dépendance aux logiciels étrangers, autrefois quasi totale, est tombée à 60% et continue de décroître. Les administrations forcées d'innover ont transformé une crise soudaine en accélérateur de souveraineté. On pourrait introduire cette idée ainsi. Pour le secteur privé local, l'arrêt des entreprises étrangères a laissé un vide, mais ce vide est rapidement devenu une opportunité. Des startups burkinabés ont commencé à concevoir des outils de gestion de l'eau open source, tandis que des coopératives régionales finançaient de petites unités de maintenance hydraulique. En 6 semaines, un consortium d'ingénieurs de Ouagadougou a restauré 70% du réseau d'irrigation sans aide extérieure. Ce dynamisme a catalysé une renaissance industrielle locale, rompant avec des décennies d'étouffement technologique. On pourrait introduire cette idée ainsi. Pour les communautés rurales, dans les villages, l'impact a été profondément humain. Là où la peur de manquer d'eau avait longtemps dominé, la solidarité est devenue la nouvelle règle. Des centaines de jeunes ont réparé des pompes, creusé des canaux et restauré des bassins à la main. La gestion communautaire remplaçant la supervision étrangère, les habitants ont découvert une forme de responsabilité collective qui renforçait leur autonomie. Pour la première fois, l'eau circulait selon les besoins locaux, non selon les intérêts industriels extérieurs. On pourrait introduire cette idée ainsi. Pour la région et l'international au Mali et au Niger, la décision de Traoré a déclenché un véritable effet domino. Des mouvements citoyens ont exigé la révision des traités hydrauliques coloniaux. À Bruxelles et à Washington, la panique s'est installée. Analystes et diplomates évoquaient désormais un précédent sahélien, capable de remettre en question des décennies de domination économique. L'Union européenne redoutait qu'un modèle d'autonomie hydrique africaine n'encourage d'autres nations à reprendre leurs ressources. Paradoxalement, les menaces occidentales ont renforcé la cohésion régionale, transformant le Burkina Faso en symbole d'un refus continental de la soumission. Au final, les conséquences n'ont pas seulement redessiné le paysage institutionnel, économique et social du pays. Elles ont révélé que la fermeture de la rivière Sahel n'était pas une crise, c'était une bifurcation majeure où le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, redéfinissait sa place dans l'histoire africaine. À 6 mois de la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso se trouve face à 3 trajectoires possibles, chacune porteuse d'enjeux majeurs pour l'équilibre national et régional. Ibrahim Traoré, conscient de ce moment charnière, doit désormais naviguer dans un paysage instable où chaque décision peut accélérer ou freiner la transformation engagée. On pourrait introduire cette idée ainsi. Scénario de base. Résilience contrôlée.
Dans ce scénario, le pays maintient son autonomie hydraulique tout en contenir les pressions extérieures. Les systèmes locaux continuent de se renforcer, les ingénieurs améliorent la gestion interne et les communautés consolident leur structure de distribution. Cependant, les sanctions occidentales persistent, ralentissant les importations technologiques et limitant les marges de manœuvre économiques. La croissance reste modérée, autour de 2,1%, signe d'un équilibre fragile mais réel. Le Burkina Faso avance, mais chaque progrès dépend d'une discipline institutionnelle stricte et d'une coopération locale infaillible. On pourrait introduire cette idée ainsi. Scénario optimiste. Alliance sahélienne. Si la solidarité régionale se renforce, la décision de Traoré pourrait devenir un précédent continental. Le Mali et le Niger pourraient formaliser un Conseil du bassin du Sahel, un organisme africain chargé de coordonner la gestion des eaux et de mutualiser les données hydrologiques. Cette dynamique continentale donnerait naissance à une gouvernance partagée, réduisant la dépendance aux institutions occidentales. Les innovations locales seraient stimulées par la coopération technique, faisant grimper la croissance vers 4-5%. Dans ce scénario, la rupture devient une renaissance, transformant un geste isolé en modèle africain d'autonomie durable. On pourrait introduire cette idée ainsi. Scénario pessimiste, pression et repli. Ici, les sanctions s'intensifient, les investissements étrangers se retirent et les exportations du pays subissent de lourdes restrictions. Privé de technologies clés, le Burkina Faso pourrait voir sa production agricole chuter de 15% en une saison, alimentant tensions internes et pénuries. Les voisins, sous pression diplomatique, pourraient prendre leur distance, réduisant le mouvement sahélien à un symbole isolé plutôt qu'à un projet collectif. Ce scénario teste la capacité de Traoré à maintenir la cohésion nationale et à éviter une fragmentation sociale. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel ne se mesurent pas uniquement dans les rapports, les chiffres ou les débats diplomatiques. Elles se ressentent, elles se ressentent, s'entendent, dans la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Et c'est là que l'impact réel de la décision d'Ibrahim Traoré prend toute son ampleur. Pour les familles urbaines, habituées à une dépendance totale envers des réseaux gérés par des entreprises étrangères, cette transition a été un choc. Les premières semaines ont vu des coupures, des files d'attente et des périodes d'incertitude. Pourtant, au fil des mois, une nouvelle habitude s'est installée, celle de comprendre, de participer, de surveiller et d'économiser l'eau ensemble. Dans certains quartiers, les habitants ont mis en place des comités pour coordonner les usages, transformant un manque en responsabilité partagée. Pour les communautés rurales, le changement a été encore plus profond. Ces zones, longtemps négligées par les multinationales, redécouvrent aujourd'hui la valeur de leur propre savoir-faire. Les villageois réparent eux-mêmes des infrastructures abandonnées depuis des années, créant une fierté nouvelle. Là où l'on craignait autrefois la sécheresse imposée, on redécouvre maintenant la possibilité d'agir, d'organiser et de protéger ces ressources. Pour les jeunes, cette crise est devenue un catalyseur d'espoir. Des étudiants en génie hydraulique, en informatique ou en agriculture voient dans cette transition une chance unique de participer à la construction d'un modèle national indépendant. Certains développent des prototypes, d'autres rejoignent des brigades locales, mais tous sentent que leur avenir ne dépend plus uniquement de décisions venues de l'étranger. Enfin, pour les diasporas africaines, la décision de Traoré a réveillé quelque chose de plus profond, l'idée qu'un pays africain peut dire non et choisir sa voie. Dans plusieurs capitales étrangères, des associations ont organisé des forums, non pour débattre de la décision, mais pour la comprendre et s'inspirer de son audace. Pour que la souveraineté hydrique ne demeure pas un symbole fragile, Ibrahim Traoré a fixé une stratégie en plusieurs étapes, pensée pour durer et mesurable dans le temps.
La première étape consiste à cartographier et sécuriser l'ensemble des infrastructures hydrauliques existantes. Barrages, canaux, stations de pompage et bassins secondaires ont été recensés dans une base nationale, gérée exclusivement par des ingénieurs burkinabés. Chaque semaine, des équipes scellées techniques réalisent un suivi du débit, des pertes et des zones à risque afin de prévenir les interruptions et d'améliorer la distribution. La deuxième étape repose sur la formation accélérée de compétences locales. Dès 2026, un programme national d'hydrologie a été mis en place à l'université de Ouagadougou afin de former plusieurs centaines de techniciens capables d'intervenir sur tout le territoire. L'objectif est clair: réduire la dépendance technologique étrangère et créer un vivier de spécialistes 100% nationaux. La troisième étape est institutionnelle. Une autorité du bassin du Sahel regroupant l'État, les communes et les communautés riveraines a été créée pour superviser la gestion intégrée de l'eau. Chaque mois, elle publie un rapport transparent: volume restauré, zones irriguées, progrès réalisés. Ce cadre permet d'éviter la centralisation excessive tout en maintenant une cohérence nationale. La quatrième étape vise l'extérieur. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, renforce sa coopération technique avec le Mali et le Niger afin de créer une plateforme régionale de données hydrologiques et un conseil commun dédié à la gestion du bassin. Cette coopération a pour objectif de consolider une souveraineté africaine collective. Enfin, la cinquième étape concerne la transparence. Une plateforme publique accessible à tous permet de suivre l'avancement des projets, les budgets et les résultats. Le succès n'est plus mesuré par l'aide reçue, mais par l'eau qui revient aux populations. Au bord de la rivière Sahel, là où tout avait commencé, l'eau recommence à couler. Elle reflète aujourd'hui les torches tenues par des centaines de citoyens, rappelant le premier soir où Ibrahim Traoré avait décidé de déchirer le traité colonial découvert dans les archives poussiéreuses. Cette scène, autrefois marquée par la peur et l'incertitude, est devenue un symbole de persévérance. Les agriculteurs, les pêcheurs et les familles qui avaient vu leurs terres s'assécher respirent à nouveau, conscients que cette renaissance n'est pas le fruit d'un miracle, mais d'un choix courageux. Dans les villages, les enfants jouent près de l'eau retrouvée. Dans les ateliers, les outils usés qui avaient servi à la réparer les anciennes pompes deviennent des objets de mémoire. Ce retour du fleuve n'est pas seulement une victoire technique, c'est une victoire collective, un rappel que la souveraineté se construit chaque jour avec patience et détermination. Ibrahim Traoré observe cette scène sans triomphalisme. Il sait que reprendre l'eau n'était que la première étape, mais que celle-ci a suffi à redonner confiance à tout un peuple. Et dans ce calme retrouvé, une vérité s'impose. La dignité se reconquiert, goutte par goutte. La décision de Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuse et pleine de conséquences, est le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. C'est un appel à la solidarité régionale, à l'indépendance et à la responsabilité partagée. Mais cette transformation ne s'arrête pas à la fermeture d'une rivière. Elle doit continuer à travers chaque initiative, chaque action, chaque projet que les Burkinabés et plus largement les Africains entreprennent pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit se demander: que reste-t-il à faire pour que chaque nation du continent puisse non seulement être indépendante, mais aussi prospérer selon ses propres règles? Que chacun prenne exemple sur cette détermination, sur ce courage d'agir, et pose la question à son tour: comment puis-je contribuer à cette révolution silencieuse mais puissante? Le futur de l'Afrique ne se construit pas dans la soumission, mais dans l'action collective, dans la réappropriation de ce qui lui appartient. Le chemin est short et tracé, mais c'est à vous de le suivre, un pas à la fois.